David Payan, je suis le directeur adjoint de l'association Samuel Vincent et je suis l'animateur du labo, donc laboratoire de recherche d'Osiris. Donc labo, deux mots d'explication sur ce labo avec le sigle labo AU, AU comme Osiris. Osiris, c'est une union associative qui regroupe plusieurs associations qui œuvrent dans le champ de la protection de l'enfance et de l'éducation spécialisée, puisque 4 associations sont réunies sous la bannière Osiris, Samuel Vincent, pour laquelle je travaille, l'association COST, l'association ANCA, et le comité de protection et d'enfance de l'adolescence Gard-Lozère, qui sont 4 associations qui œuvrent sur le territoire du Gard essentiellement, mais aussi sur la Lozère, et qui gèrent un certain nombre d'établissements et de services en direction des jeunes, aussi bien en protection de l'enfance qu'en éducation spéciale. Voilà. Cette union associative a mis en place un laboratoire il y a quelques années. L'idée, c'est de proposer à des acteurs de proximité, des professionnels de nos institutions, de se lancer sur des questions de recherche et de méthode en lien avec la pratique. Et ce laboratoire a décidé l'année dernière de mettre en place un Midi Labo, un événement qui a lieu assez régulièrement et qui permet de rencontres entre les personnes qui le souhaitent, qui font partie de nos réseaux, aussi bien professionnels que bénévoles dans les associations, avec des chercheurs en protection de l'enfance et sur des thèmes qui sont en lien avec la protection de l'enfance. Voilà, donc dans ce contexte-là, je suis très très heureux d'accueillir pour ce 5e Midi Labo Isabelle Lacroix et Isabelle Fréchon. Je vais vous présenter rapidement. Isabelle Lacroix est chargée d'études et de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Isabelle Fréchon, quant à elle, est chargée de recherche au CNRS, Laboratoire Printemps, Université Paris-Saclay. Et elles sont toutes les deux à l'origine d'une des plus importantes recherches longitudinales sur les jeunes placés qui s'appelle ELAP, pour ceux qui connaissent, qui s'étend de la période 2013 à peu près jusque 2019, on va dire. Et c'est une recherche qui ressemble un petit peu à ceux qui étaient présents à cette présentation, à la recherche qui nous avait été présentée par Martin Goyette, professeur à l'ENAP à Montréal, sur le devenir des jeunes placés. Donc c'est une étude très importante et la plus importante en France sur le devenir et sur la transition à la vie adulte des jeunes placés. Et c'est de cette étude-là qu'est tiré le travail de recherche qui va nous être présenté aujourd'hui, qui s'intitule Violence sous protection, expérience et parcours des jeunes récemment sortis de placement, évidemment, qui nous concerne tous, en tout cas sur la question de l'accueil et des conditions d'accueil. Voilà, donc je suis très heureux qu'elles aient accepté notre invitation et sans plus tarder, je vous laisse en leur compagnie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, merci de nous inviter à présenter un petit peu ce rapport. Alors, je vais peut-être essayer de partager mon écran parce qu'on a fait une présentation PowerPoint justement pour présenter un petit peu tout ça. Alors, autorisez, j'ai pas trop l'habitude. Alors, en gros, je vais vous expliquer comme David Payan vient de l'expliquer, c'est un rapport qui est issu des résultats de l'enquête ELAP. Alors, tout le monde ne la connaît peut-être pas, mais c'est une enquête sur le passage enfin, qui a pour objectif, qui était l'objectif initial, de mieux comprendre les conditions de vie et de sortie des jeunes en protection de l'enfance, un petit peu avant leur fin de prise en charge et par la suite. On a réalisé 4 vagues d'enquête et 2 premières vagues ont été auprès de... La première vague a été un énorme échantillon. On a interrogé 1600 jeunes qui avaient entre 17 et 20 ans et qui étaient placés par 5 départements. Île-de-France et Nord-Pas-de-Calais. Ça ne concerne pas vos départements, mais ça permet de mieux comprendre justement qui sont ces jeunes. On en a réinterrogé un sous-groupe, toujours par questionnaire, 18 mois plus tard, dont une grande partie était sortie de placement. Et par la suite, on a réalisé 2 vagues d'enquête qui sont des vagues auprès d'un plus petit groupe, d'une centaine de jeunes, et on les a interrogés 2 fois. Mais ce sont des entretiens cette fois-ci, ce ne sont plus des questionnaires. Notre objectif à aucun moment a été d'essayer d'analyser ou de
réfléchir autour de la question de la violence institutionnelle, mais en fait, elle nous est apparue non pas au cours des résultats des questionnaires, mais au cours des 2 vagues d'entretien. Alors, on s'est un peu posé la question. En fait, on a été une douzaine de chercheuses dont je vais vous mettre la liste ici, parce que je pense que c'est assez intéressant. Une douzaine de chercheuses qui a fait des entretiens avec ces jeunes-là, et ils étaient tous sortis de placement. Et en fait, pour 37 des 107 entretiens, il est apparu des formes de violence institutionnelle. Alors, comment on a fait? Tout simplement, on se réunissait régulièrement et au cours de ces réunions, chacun pouvait parler des entretiens qu'elles avaient faits et on s'est aperçu que quand même, il y avait des soucis de ce côté-là. Alors, pourquoi à ce moment-là? Probablement parce que dans le format questionnaire, c'est des choses qui sont plus difficiles à appréhender, et aussi probablement parce que la parole se libère davantage une fois qu'ils sont sortis de placement. Le temps de la sortie favorise aussi sûrement ces échanges. Le souhait aussi que cela s'interrompe pour les générations futures, ça a été quelque chose d'important. Alors oui, effectivement, ça peut venir de plusieurs causes. Pourquoi ils en ont parlé dans ces entretiens, alors que finalement, on ne cherchait pas vraiment à ce qui... Voilà, c'était pas quelque chose qu'on recherchait dans les entretiens, on les a pas interrogés là-dessus. Par contre, nos questionnements, notre tronc commun d'enquête par entretien, et donc notre guide d'entretien plutôt, c'était aussi de reprendre le parcours de prise en charge en protection de l'enfance. Et dans ce parcours de prise en charge, ils ont été amenés à expliquer les enchaînements des lieux de protection. Et en fait, en l'absence de réponse adaptée aux violences, la seule réponse possible, c'est le départ de l'enfant dans un autre lieu d'accueil. Et c'est probablement pour ceci qu'on en a eu autant. Donc, vous pouvez pas voir, je vais essayer de vous expliquer, mais ce groupe d'une douzaine de chercheuses, que les femmes, en fait, est assez mixte, et elles sont à la fois sociologues, aussi en sciences de l'éducation, démographes ou anthropologues, mais pour certaines, elles ont aussi eu un parcours précédent de travail social. Et c'était assez intéressant parce qu'on a pu relire tous ces entretiens et se rendre compte, je dirais, à l'instar de Tomkiewicz, que le curseur entre ce qui est de la violence licite et illicite était différente selon celle qui avait un background, je dirais, de travailleur social, et celle qui n'avait qu'un parcours universitaire dans les chercheurs. Donc ça, c'était aussi quelque chose qu'on a pu retravailler ensemble. On a relu l'ensemble des entretiens, je dirais, à la lumière d'une définition commune que nous nous sommes donnée, qui est la violence institutionnelle comme des événements douloureux vécus par les jeunes au sein de l'institution, qui sont soit liés au fonctionnement et à son fonctionnement, ou aux agissements des acteurs qui la représentent. Alors là, aujourd'hui, on vous présente, je dirais, une partie bien sombre des résultats qu'on a pu mener avec ELAP. Il y en a d'autres, en revanche, qui sont toujours vrais, qui sont le fait que quand on les interroge à 17 ans, eh bien finalement, il y en a 85% qui disent se plaire dans leur lieu de placement. C'est important aussi de le retenir. 4% seulement qui disent s'entendre mal avec leurs éducateurs, et 80% qui disent que le règlement dans leur lieu de placement leur convient. Alors, ceci est à mettre aussi en balancement avec le fait que finalement, un jeune sur 3 à peu près ont pu nous faire part, nous témoigner de moments douloureux durant leur parcours de protection de l'enfance. Mais vous le verrez aussi, alors vous allez l'entendre plutôt dans les verbatims, le point de vue des jeunes est mesuré et fait toujours la part des choses, oscillant toujours entre gratitude et ressentiment. Donc ce travail d'analyse, en fait, il se veut avant tout constructif et pas juste dénonciateur. Il a à la fois pour but de relayer la parole des jeunes qui nous a été déposée et tenter d'en expliquer les différents ressorts. Donc Isabelle va vous parler maintenant et je reprendrai la parole par la suite.
Oui. Du coup, je vais reprendre aussi sur les notions parce que vous avez peut-être tous lu Tom Kivitz et Vivez, mais nous, ça a vraiment été un départ. Et je resitue, quand ces auteurs définissent la violence institutionnelle comme toute action commise dans ou par une institution ou toute absence d'action qui cause à l'enfant une souffrance physique ou psychologique inutile ou entrave son évolution ultérieure. On s'est aussi appuyé sur des travaux tels que Eliane Corbet et d'autres. Notamment, Eliane Corbet, elle définit la violence institutionnelle comme tout ce qui donne prééminence aux intérêts de l'institution sur les intérêts de l'enfant. Mais nous, vraiment, notre focale dans ELAB, ça a été de voir et de s'appuyer aussi sur des travaux qui se sont interrogés sur les contextes dans lesquels les violences se manifestent dans la vie des enfants et des adolescents, et aussi sur la façon dont eux-mêmes vont définir leur expérience de la violence. Donc vraiment, on est parti sur le point de vue des jeunes et resituer aussi que la violence institutionnelle, elle doit toujours aussi se situer dans un contexte social et politique. Des choses qu'on considère comme violence aujourd'hui ne vont pas être considérées comme violence dans les époques antérieures. Et au regard des témoignages des jeunes qu'on a recueillis, ça s'inscrit aussi dans la Convention internationale des droits de l'enfant, où actuellement, on prend en compte de plus en plus le point de vue de l'enfant. Donc nous, ce recueil de témoignages dans ELAP, qui a émergé au fil de l'enquête, on a pu repérer différents niveaux organisationnels, du niveau le plus micro, qui va s'inscrire dans des interactions interpersonnelles, donc entre adultes et enfants, mais aussi entre enfants, on en reparlera, au niveau aussi méso de l'organisation, donc du lieu d'accueil, jusqu'à le niveau macro de la politique publique de la protection de l'enfance. On verra combien la politique publique peut aussi produire de la violence. Et ce qu'on voit, c'est que ces différents niveaux de violence institutionnelle vont s'imbriquer les uns les autres. Et voilà, retenez qu'on a voulu distinguer les violences interpersonnelles de celles plus structurelles, donc à savoir les violences qui s'inscrivent dans l'institution, mais celles aussi qui viennent de l'institution. Isabelle en a parlé, donc un tiers des jeunes nous ont parlé de la violence, donc c'est 37 jeunes sur 100 dans notre enquête. Ce qu'on a pu remarquer, qui nous a parlé de ces violences dans l'enquête ELAB, ce sont surtout des filles, des jeunes nés en France et placés de façon précoce, ou ceux arrivés jeunes de l'étranger, mais accompagnés de leurs parents. Ce qu'on voit, c'est que ces jeunes-là, ce sont ceux qui ont eu des parcours de placement heurtés, avec des ruptures, des sorties précoces. Et ce qu'on a pu voir aussi, que c'était souvent des jeunes qui étaient confrontés à des déplacements récurrents. On pourra reparler des déplacements, mais ce qu'on voyait, c'est que leur prise en charge était considérée par l'institution comme problématique. En tout cas, on s'est aussi interrogé sur pourquoi ils nous en ont parlé à ce moment-là de l'enquête. C'est qu'à un moment de leur sortie, ils étaient aussi, ces jeunes qui nous ont témoigné de la violence, dans des situations de formation ou d'emploi et dans des stabilités résidentielles. Donc ceux qui nous ont parlé de ça, c'est ceux qui étaient, si vous voulez, dans une disponibilité mentale et matérielle pour nous en parler. Mais on s'est aussi posé la question de pourquoi certains ne nous ont pas parlé. Est-ce que c'est parce qu'ils ont subi moins de violence ou se sont sentis moins légitimes? Mais ce qu'on a pu voir, c'est que souvent, ceux qui nous en ont parlé le moins, ce sont les MNA. Donc, on s'est posé aussi beaucoup de questions, avec une prise en charge souvent spécifique, fréquemment à l'hôtel, avec des parcours migratoires éprouvants. Donc, peut-être que ça les conduit à supporter sans protester aussi. Ce qu'on a pu voir aussi, un autre constat, c'est que des jeunes qui nous ont moins parlé, c'était souvent ceux qui étaient confrontés à des violences avant le placement, donc qui tendent à relativiser les violences subies dans l'institution. Et ce qu'on a pu voir, c'est souvent des garçons. Et on en reparlera, mais c'est souvent des garçons qui ont connu, donc qui ont grandi dans un climat de violence avant le placement, et donc ils ont un curseur très haut avant d'identifier une situation comme relevant de la violence. Donc, en gros, ce qu'ils nous ont exprimé, c'est souvent ce qui dépasse le seuil de tolérance. Un observateur extérieur va peut-être considérer des choses comme violentes, mais pour certains jeunes, non, ils relativisent cette violence. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais d'abord, moi, vraiment me concentrer sur violence interactionnelle, donc la violence qui se situe dans l'institution, dans les murs de l'institution, entre les jeunes et les acteurs institutionnels ou entre pairs. On est parti de la catégorie de l'OMS, des 4 catégories de violence, et les jeunes nous ont témoigné essentiellement de violences physiques, de violences psychologiques, de négligence. Les violences sexuelles, on va en parler, ils nous en ont témoigné, mais souvent, c'est celle qui nous a été les moins révélées, les violences sexuelles dans le placement. On observe une chape de plomb autour de cette question, et souvent, on en a 5 qui nous ont témoigné de violences sexuelles subies dans les lieux de placement, mais souvent, ils nous l'ont témoigné en arrêtant le magnétophone. Donc,
ou alors en évoquant la situation d'un proche, donc, ou à la suite du deuxième entretien. Donc, on voit que cette parole autour des violences sexuelles dans les établissements ou dans les familles d'accueil, ça reste encore très difficile. Et ce qu'on a pu voir, malgré une connaissance de plus en plus forte des phénomènes de violences sexuelles, on a pu voir que dès qu'il y a une mise en question de l'institution de protection de l'enfance, les jeunes témoignent d'un défaut de soutien dans les démarches pour porter plainte, une absence d'accompagnement aussi de la victime. Et souvent, les jeunes filles en particulier, c'est celles qui nous ont révélé que souvent, on les percevait comme fragiles psychologiquement et pouvant élaborer de fausses histoires pour mettre à mal l'institution. Ensuite, les jeunes nous ont témoigné pour beaucoup de violences physiques. Alors, ce qu'on a pu voir, on parlera des modes d'accueil, mais les modes d'accueil, les violences physiques entre pairs, elles sont beaucoup plus prégnantes dans les foyers et les hébergements autonomes. Souvent, ce sont des placements au foyer qui ont été avant des placements en famille d'accueil qui ont échoué. Et c'est souvent l'orientation au foyer qui est préconisée. Donc, ce qu'on voit, c'est que le foyer est souvent le lieu d'accueil privilégié de l'adolescence avec son lot d'agressivité normalisée. Donc, ce qu'on voit, c'est que les témoignages étaient nombreux chez les jeunes de violences physiques dans les établissements, mais en tout cas, pour eux, ce n'était pas forcément un sujet de préoccupation. On s'est posé beaucoup de questions sur le lien entre les violences hors les murs de l'institution et les violences à l'intérieur. Et on a pu voir que ceux qui ont connu des expériences de violence dans les quartiers, par exemple, banalisaient un peu ces formes de violence. Et en tout cas, il y avait un continuum de violence entre les violences, un peu comme des travaux dans la prison. Mais il y avait une reproduction des rapports sociaux de la rue qui pouvait se jouer à l'intérieur du foyer. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à ce moment-là, les rapports de genre sont particulièrement violents, notamment au sein des foyers mixtes. On pourra reparler aussi des foyers mixtes, mais les jeunes filles nous ont parlé de violences beaucoup plus fortes quand elles étaient en établissement mixte. Donc voilà. Pour vous dire, dans le type de violence récurrente physique dans les foyers, c'est souvent de la violence physique, coup de poing, tirage de cheveux, gifles, ou violence psychologique, des insultes qui sont liées à la réputation sexuelle, à la famille, etc. Mais aussi des violences matérielles et financières. C'est des travaux qui ont pu montrer ces types de violences physiques, comme le vol, la destruction des effets d'autrui. Ce que les jeunes nous ont témoigné, c'est que quand l'équipe éducative à l'intérieur des foyers est stable et unie, et qui réussissent à contenir les débordements, les jeunes sont parvenus à faire leur place en ayant construit des relations suffisamment fortes avec un groupe de pairs. Et là, du coup, la vie en collectivité, elle laisse plutôt des bons souvenirs. Et les jeunes nous ont témoigné souvent que les scènes de violence, elles étaient relativisées ou mises en balance avec les moments positifs. Par contre, quand il y a eu des pratiques dysfonctionnelles d'un professionnel ou de l'ensemble d'une équipe, là, il peut y avoir une augmentation du niveau de violence entre adultes, mais aussi entre jeunes pairs. Et ce qu'on a pu voir aussi dans l'enquête, à travers les témoignages des jeunes, c'est que le turnover du personnel peut aussi éroder la cohésion d'une équipe et va provoquer une forme d'instabilité chez les adolescents, en fait. Ensuite, ce qu'on a pu observer, c'est que là, on va changer de mode de placement, mais les familles d'accueil, dans les témoignages des jeunes, ça semble être le lieu de prédilection, non pas de la violence physique comme dans les foyers, mais plutôt de violence psychologique. Là, ça a été très fort dans notre enquête. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a 3 vecteurs de violence en famille d'accueil qui ont été identifiés. Donc, la première, c'est l'absence ou la faiblesse du soutien des agents de seconde ligne, en l'occurrence l'ASE et les départements placeurs, face au malaise éprouvé dans la famille d'accueil, mais aussi l'ambiguïté des relations enfants accueillants liées au fait que l'accueil est un service rémunéré. Et on en parlera, le sentiment de discrimination qui est particulièrement fort parmi les jeunes issus de l'immigration. Donc, je resitue quand même toujours, c'est ce que disait Isabelle Fréchon, c'est qu'il existe des nombreuses expériences heureuses en famille d'accueil, on ne va pas noircir le tableau, mais les jeunes qui nous ont témoigné de violences vécues dans les familles d'accueil, souvent, ils étaient exposés aux violences psychologiques dans les interactions avec celles-ci, notamment quand ils étaient très peu en contact avec l'ASE. Ils le vivaient comme un face-à-face, un huis clos avec la famille d'accueil, échappant au regard de l'institution qui missionne cette dernière. Bon, après, je vous renvoie aussi aux travaux de l'Observatoire national
de l'enfance, l'ONED à l'époque, maintenant ONPE, qui avait fait un travail sur la question de l'accueil familial et du travail d'équipe et qui pointait aussi beaucoup le sentiment d'isolement des familles d'accueil lorsqu'un placement se révèle difficile. Celles-ci sont souvent pas associées aux décisions de l'aide sociale à l'enfance concernant les enfants et souvent elles vivent une forte dévalorisation de leur activité professionnelle. Donc dans l'équipe, on s'est demandé si cette relégation des familles d'accueil dans le système de prise en charge de l'ASE, ça favorisait pas aussi certains dérapages. Ce qu'on a pu voir, c'est que les sujets de tension dans les familles d'accueil se situaient beaucoup au niveau de l'argent, et notamment dans cette ambiguïté des liens entretenus par les jeunes. Les jeunes, en fait, attendaient un investissement affectif de leur part, mais ils s'apercevaient que leur accueil reposait sur une transaction financière, ce qui pouvait être très mal vécu. Et ce qu'on voyait, c'est que des tensions naissaient dans les placements au moment de la distribution de l'argent de poche, ou de l'argent de vêture, et parfois l'enjeu de l'argent devenait une arme pour certaines familles d'accueil qui étaient dépassées par la situation de placement. Des jeunes nous ont témoigné, beaucoup de jeunes filles, de situations d'exploitation en famille d'accueil, notamment en termes de tâches domestiques. Et ces traitements dégradants vécus dans l'enfance produisaient, en tout cas dans les entretiens, vraiment un sentiment d'exclusion qui restait très vivace quand les enquêtés étaient devenus adultes. Ce qu'on peut voir, c'est que ces sentiments aussi d'exploitation ont pu se cumuler aussi avec des sentiments de discrimination très fortes, notamment chez les jeunes filles issues d'immigration ou celles récemment arrivées en France, dont certains nous ont beaucoup témoigné, en tout cas, de racisme ordinaire. Là, il n'y a pas le PowerPoint, donc je ne peux pas mettre les extraits d'entretien, mais des expériences d'exploitation avec des termes racistes, donc des termes insidieux et quotidiens, avec souvent des généralisations abusives, vous les Africaines, enfin, certaines jeunes filles nous ont fait part de ces témoignages-là. Donc après, c'était beaucoup en famille d'accueil, mais ça peut nous faire aussi réfléchir à qu'est-ce qui se passe avec peut-être moins de soutien des familles d'accueil sur ces questions-là. Maintenant, je vais laisser la parole à Isabelle Fréchon qui, maintenant qu'on a travaillé sur les violences interactionnelles dans les murs de l'institution, on va partir sur la politique publique et des violences violences des politiques publiques, des choix des politiques publiques qui peuvent créer de la violence institutionnelle dans les trajectoires des jeunes. Oui, et puis je vais résumer parce que l'idée c'est aussi d'avoir un vrai temps pour discuter entre nous et surtout peut-être que voilà, c'est aussi très intéressant, hein, mais peut-être que ça touche moins. Voilà, ça touche surtout les agents dits de seconde ligne, c'est-à-dire finalement ceux qui mettent en œuvre les politiques sociales, mais aussi évidemment les juges des enfants, les référents ASE, c'est d'autres, des inspecteurs de l'enfance aussi. Alors en fait, dans le rapport, plusieurs moments apparaissent propices à la naissance d'une souffrance qui est liée aux décisions de ces agents de seconde ligne. On a repéré 3 moments particuliers: l'entrée en placement, les changements de lieu de placement et aussi le temps de la sortie de placement. Alors peut-être que pour la discussion, on pourra revenir sur l'entrée en placement. Là, j'ai plutôt choisi de vous parler des 2 autres moments propices aux souffrances qui sont liés à ces agents de seconde ligne. Les changements de lieu de placement. Alors les changements de lieu de placement, c'est surtout le fait que l'enfant se sent objet de décision plutôt que sujet de droit. À quel moment ça a pu apparaître? C'est avant tout parce que durant leur parcours de protection, hein, tout à l'heure on vous a dit, l'enquête elle est de 2013 à 2019, mais en fait ces jeunes ont pu être placés à partir de 1993 à 2018. Voilà, en gros c'est ça, puisqu'il y a trois cohortes en âge. Et donc, en fait, pour beaucoup de ces jeunes, enfin pas pour beaucoup, mais pour certains, ils ont été pris en charge précocement et on a favorisé, l'aide sociale à l'enfance a favorisé le lien avec la famille de naissance sans vraiment écouter le désir de l'enfant. Alors, par exemple, on a pu, dans ces cas-là, avoir le cas de Camille, qui n'a pas pu suivre sa famille d'accueil, qui a déménagé dans un autre département pour privilégier les liens avec sa mère, pourtant des liens qui étaient déjà très détériorés. Et donc, elle s'est retrouvée dans une autre famille d'accueil. Mais on a aussi le cas d'Hervé, qui a été placé de 6 mois à
il ne donne pas exactement l'âge, mais jusqu'à un âge où il était au collège, et qui va subir un retour raté chez sa mère de naissance. Et donc, il dit, je suis retournée chez ma mère, je suis sortie pendant 6 mois, et de là, déjà, ça n'allait pas du tout avec ma mère, maltraitance et tout ça. Du coup, après, j'ai été replacée, je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'étais bien dans ma famille d'accueil. Et en fait, le fait d'être sortie de la famille d'accueil, on l'a orientée non pas pour retourner dans sa famille d'accueil, alors qu'elle pouvait le prendre, mais ils ont jugé que c'était un lien trop fusionnel, et il a ensuite été orienté en foyer. Et à partir de là, tout dérape. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit bien dans ces cas-là que finalement, les problèmes de comportement, ces jeunes qu'on a appelés à un moment incasables, ces problèmes de comportement, c'est de temps en temps le fruit même de décisions d'agents de seconde ligne dans leur parcours de prise en charge. Donc, en fait, il va quitter l'ASE à peu près à 17, 18 ans moins le quart, on va dire, sans proposition de contrat jeune majeur. Et dans tous les témoignages, le sentiment de non-choix est à l'origine d'une grande souffrance. Et c'est souvent ça qui est surtout vécu comme une violence. Pour Hervé, il explique toujours, j'avais pas le choix de toute façon. C'est ça le truc, c'est qu'on ne vous laisse pas le choix. Ils ont dit que c'est comme ça, je dois retourner chez ma mère. Alors, il arrive aussi que la volonté de rester avec des frères et sœurs, finalement, ne sont pas respectées. Et ça peut aussi avoir un sentiment de rejet après par la suite des autres lieux de placement, ou encore des jeunes qui subissent des déplacements forcés sans qu'il n'y ait de prise sur ces changements. Alors, qui a vécu ces déplacements forcés? Souvent, c'est lié à un problème de comportement à un moment donné. Donc, ces déplacements qui vont devenir chroniques, qui sont ressentis par les jeunes comme des déplacements sanctions. Il y a le problème dans ces cas-là, c'est que ces déplacements ne sont pas souvent bien préparés et surtout mis, je dirais, avec des difficultés d'offre de structure aussi qui peut arriver. Finalement, les travailleurs sociaux ne proposent pas un autre lieu parce qu'ils n'en ont qu'un sous la main à proposer aux jeunes. Et dans ces cas-là, les jeunes ont le sentiment d'être l'objet de décisions administratives qui ne sont pas vraiment attentives à leur situation personnelle. Alors, tout ceci, en fait, va contribuer à une forme de dégoût des institutions et à un rejet de ces dernières à l'âge adulte. Et on observe dans ce rejet de l'institution, je dirais, cette mauvaise apprentissage de ce que en quoi peut aider les systèmes de protection. On le retrouve par exemple dans une autre enquête que j'ai menée, une autre analyse sur les sans-domicile anciennement placés. Et dans les sans-domicile anciennement placés, ceux qui, contrairement aux idées reçues, demandent le moins d'aide sont les sans-domicile qui sont anciennement placés par rapport aux autres sans-domicile. Alors, l'autre point, très rapidement, c'est la pression qui est générée au moment de la sortie de placement. C'est quelque chose qui est très, très fort. Par une grande partie des enquêtés ont pu nous en parler. Et cette pression, elle arrive des les entretiens qu'on peut mener ou la perception des éducateurs, des professionnels qui sont auprès des jeunes et ce qu'ils renvoient aux jeunes lorsqu'ils leur disent que c'est un lieu où il ne faut pas trop qu'ils s'installent parce que la sortie va se faire très précocement. Par exemple, Coralie nous dit, moi je ne suis pas quelqu'un qui stresse, qui a peur, mais les gens, ils font en sorte que vous ayez peur. Les travailleurs sociaux, parfois, ils vous stressent, ils vous disent, c'est pas un logement définitif. Alors, si l'action des éducateurs vise à doter les jeunes des moyens de s'assumer et d'être autonome, elle a donc pour corollaire de susciter chez eux la peur du déplacement. Et ce terme de peur du déplacement est emprunté à Paul Watt et il fait référence en fait à l'anticipation. Les jeunes anticipent que par le déplacement, ils vont perdre tout leur ancrage et toutes les sphères d'entourage qu'ils ont pu aussi bénéficier.
Et surtout, les jeunes, plus ils avancent en âge, et notamment au moment des 18 ans, du couperet déjà des 18 ans, plus l'impression va s'intensifier. Les passages à la majorité marquent donc en particulier une rupture dans la prise en charge, puisque le cadre n'est plus le même, la prise en charge cesse d'être un droit et devient contractuelle. Et par exemple, Nadjela le témoigne très bien par cette phrase: quand tu deviens majeur, couteau dans le dos, c'est tout. Quand tu es mineur, c'est joli. Quand tu deviens majeur, tout est moche. Ils te le disent, 18 ans et tu n'as plus d'obligation. On n'est pas obligé de te garder, on peut te mettre à la rue. Alors, l'amertume qui est liée aussi au sentiment d'être mis à la porte sans considération. Nadjela, dès qu'elle a trouvé son CDI, pourtant un CDI c'est bien, on devrait en être tous contents, CDI en tant qu'aide-soignante, pour elle, son ressentiment c'est: ils m'ont dit c'est bon, tu as ton CDI, tu dégages pour de bon. Ils m'ont viré comme une chiotte. Donc, les jeunes qui bénéficient d'un contrat jeune majeur éprouvent un sentiment d'illégitimité à rester dans la structure de l'aide sociale à l'enfance et ont l'impression qu'on les pousse sans cesse à partir. Et cette perception, en fait, elle est liée au contexte de restrictions budgétaires qui fait que la durée des contrats jeunes majeurs tend à se raccourcir et que pour certains professionnels, ils vont se servir de cet outil pour cadencer le rythme des objectifs à atteindre avec le jeune. Et donc, quand on a un objectif de parfois 3 mois, 6 mois de contrat jeune majeur, c'est extrêmement difficile de s'imaginer la suite. Donc, je vais plutôt m'arrêter là plutôt pour avoir un temps avec vous pour discuter. Juste en conclusion, vous dire que ce rapport, c'est une forme pour nous en tant que chercheurs, c'est une forme de reconnaissance de la parole déposée par les jeunes enquêtés. Nous faisons, nous chercheurs, médiateurs des inaudibles. C'est un rôle un peu à la marge de notre fonction première, qui est d'analyser des faits sociaux pour mieux les comprendre. L'idée, c'était d'éviter une retranscription brute de ces témoignages, mais plutôt d'en faire une analyse pour essayer de ressortir les processus à l'œuvre en tenant compte d'une part du contexte, 92-2013, ça c'est important, du public accueilli, des contraintes budgétaires, mais aussi ce qui nous a semblé vraiment important, c'est de remettre la place de la violence institutionnelle dans la palette des violences subies par les jeunes. Violence familiale, violence des jeunes dans les quartiers, violence sociale, violence politique. Et c'est une population qui, de toute façon, par définition, est depuis son plus jeune âge victime d'un grand nombre de sphères de violence. C'est maintenant comment réfléchir ensemble à faire en sorte d'en éviter le plus possible. Et les réponses, elles doivent être graduelles. Elles sont graduelles selon les niveaux d'action, les niveaux politique national, départemental, mais aussi associatif et lieu d'accueil. Et au niveau associatif et lieu d'accueil, je dirais qu'il faut peut-être réfléchir à des formations de sensibilisation, des mises en place de protocoles de réponse et pas seulement dire voilà, oui, on sait qu'il y a de la violence institutionnelle et de ne pas en donner une réponse ou de se fermer les yeux. C'est pourquoi, encore une fois, on vous remercie vivement de prendre ce temps pour pouvoir en discuter ensemble. Peut-être que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est de pouvoir en discuter sereinement. Merci beaucoup à toutes les deux de votre présentation.